Ce qui va suivre n'a pas été mis en scène. Que s'est-il passé? L'examen du support nous permet de confirmer que ce film n'a fait l'objet d'aucun trucage. Un soir de 1989, Arte diffuse en direct ce document. En 1961, sur le plateau de Tacoamo, eut lieu le premier échange entre terriens et... On y voit des reporters ayant eu accès à un centre spécial d'où ils ont ramené des images comme celle-ci. Par ses bâtiments de surface, Tacoamo ressemblait à un camp d'entraînement, mais son imposante structure souterraine abritait d'importantes unités de recherche. Ce n'est pas une erreur, la chaîne n'a pas été hackée, elle n'a pas diffusé par négligence un documentaire complotiste, car à plusieurs reprises par la suite, elle diffusera avant ses programmes d'autres archives de ce type, filmées par des amateurs de différents pays et différentes époques, commentées par une voix off monocorde, présentant des phénomènes inexpliqués. Alors, vous le voyez peut-être venir, hein, peut-être même que vous connaissez déjà ces petits bijoux cultissimes que sont les documents interdits. Il s'agit bien évidemment de faux documents, réalisés par une seule et même personne, ils ont même fait l'objet d'une soirée spéciale en 89. Car figurez-vous que rien en ce bas monde n'empêche d'affirmer que... Ce qui va suivre n'a pas été mis en scène. Alors que si. À la manière du film Fargo, débutant par un célèbre panneau établissant qu'il retranscrit des faits réels alors que pas du tout. Dans le but d'influencer fondamentalement la réception de ce qu'on va regarder, bref, de nous mentir. Or, il se trouve que ces documents ont donné naissance à tout un bordel, ont eu une influence importante par la suite, et que vous risquez de galérer à mettre la main dessus aujourd'hui. Nous, on a quand même réussi, et on a même fait mieux, on a retrouvé leur responsable, Jean-Teddy Philippe. Ça va nous remettre loin là. Et on va discuter du rabbit hole insoupçonné et pourtant si important dans notre moment culturel, à l'heure dite de la post-vérité, des fake news et des deepfakes que sont les documenteurs. Et ça, juste après la coupure pub. Metal Hurlant, c'est le magazine culte de la BD française des années 70-80 qui a marqué la pop culture du monde entier, et c'est aussi le partenaire de cette vidéo. Car Metal Hurlant n'est pas un lost media nostalgique perdu dans les limbes des 70s, c'est un trimestriel plus vivant que jamais et déjà immortel. Comme à l'époque de sa création par les grands maîtres Moebius, Druillet et Dionnet, cette nouvelle mouture ne se contente pas de ressortir les vieux classiques, il réunit sur près de 300 pages le meilleur de la SF actuelle, ses nouveaux grands noms comme ses futurs espoirs, le tout agrémenté d'articles et d'interviews comme ici Ridley Scott, François Schueten ou Justice. Et bien sûr, pour fêter ça, le père fondateur Jean-Pierre Dionnet. Ce numéro spécial 50 ans, c'est l'occasion de vous faire un cadeau pour son anniversaire, en kiosque ou en librairie dans la variante de votre choix, ou les deux pour les complétistes fous, voire carrément en faire une habitude en s'abonnant pour jusqu'à 20% de moins via le lien en description, histoire de les recevoir directement chez vous, de soutenir la chaîne et d'être encore là pour le centenaire. Merci à eux, la suite de votre programme maintenant. À la base appelée L'autre côté, les documents interdits, cette série de vidéos nous présente des archives de différentes époques et différents pays, filmées par des amateurs et commentées de manière monocorde par des voix off. Ces archives présentent toutes des phénomènes inexpliqués ou paranormaux. Dès les premières secondes de chaque document, tout est fait pour troubler le spectateur et renforcer l'ambiance confidentielle. Pour cela, il utilise plusieurs procédés. Sur chaque document, les voix off sont enregistrées par-dessus d'autres voix off dans une langue étrangère. Miguel a accepté la caméra depuis que je l'ai assuré que ce film ne sera vu qu'une fois que l'un de nous deux sera mort. À plusieurs moments, des informations sont censurées par un bip sonore. Ce document nous a été transmis par... et pourrait gravement remettre en cause les relations que nous entretenons avec... Les images montrent très peu de choses véritablement incroyables, et beaucoup se déroulent même hors champ ou dans des archives non divulguées. Les plans sont souvent mal cadrés et un peu flous, puisque a priori filmés par des amateurs. Un des procédés les plus malins est de faire participer activement le spectateur dans le travail de décryptage des images, guetter les détails presque imperceptibles, toujours guidés par les suggestions du commentaire audio. Maintenant, faites très attention à ce qui va se passer. Cette tache que vous voyez au milieu de l'image, c'est un homme qui nage. Par ce procédé, Jean-Teddy Philippe a déclaré vouloir rendre les spectateurs aussi attentifs et critiques qu'il le faudrait à chaque fois qu'ils regardent des images. Car, comme le dit une fausse citation attribuée à un officiel, les images que vous allez voir ne vous apprendront rien, elles ne montrent rien et ne prouvent rien.
Enfin, ce réalisme ne serait pas efficace si chaque document ne reproduisait pas de manière extrêmement réaliste l'époque et le milieu qu'on est censé voir. L'art de la soustraction que décrit si bien Alt236 sur sa chaîne trouve un écho particulier dans cette œuvre. Ce qui nous fascine n'est pas tant ce que l'on voit, mais ce que l'on nous suggère. Chaque document possède son esthétique, son univers et son ambiance, et sans jamais devenir putassier, le réalisateur parvient à en dégager une poésie étrange. Les documents interdits, je dois à Thierry Garel, qui, du temps où il travaillait à l'INA. L'idée de Thierry, c'était de faire vraiment des tout petits programmes qui pourrait se glisser, je reprends le terme qu'il utilisait à l'époque, de manière ovniesque, entre les programmes, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'un peu à la fois sublime et dérisoire, si j'ose dire, qui était d'utiliser l'espace inoccupé entre les programmes. D'autres petites choses aussi qui sont sorties de là. Et une espèce de brouillon, si j'ose dire, des documents interdits. Donc il va sortir un film qui s'appelle La Barque. Regardez bien ce qui se passe derrière eux et que leur caméra filme à leur insu. Entre le petit garçon et sa mère, une tache blanche apparaît. C'est une barque qui sort de derrière les rochers. Ces trois petits films sont diffusés dans une émission qui s'appelle Inaperçu, je crois. Sur France 2 à l'époque. Garel passe à la 7 et il me dit ça serait intéressant, en gardant le même concept, d'en faire une petite série. Et la saison 1, elle naît là, à ce moment-là. Un faux documentaire tient la route à condition que la caméra soit un véritable acteur, dira Jean-Teddy Philippe. Son choix d'aller très loin dans le souci du détail des documents présentés, d'avoir cette esthétique brute et de jouer sur l'indicible, montrer très peu d'éléments, a donné aux documents interdits une force et une efficacité très rarement égalées par la suite. Un souci du réalisme qui venait de ses 15 années de travail dans la publicité, car rien ne doit être laissé au hasard dans la pub. Ainsi, quand il faut trouver un baleinier russe, il trouve un véritable baleinier russe. Et ce soin donné aux détails convaincra encore davantage des milieux complotistes de la véracité de ces documents. Jean-Teddy Philippe raconte que des gens avaient répertorié tous les modèles de voitures qu'on voit dans la série pour être sûr qu'elles avaient été mises en service avant la date des documents présentés. Une saison 2 sera coproduite par une chaîne câblée de Boston, et les documents interdits demeurent un phénomène culte à leur époque. Malgré ça, jamais le réalisateur n'aura réussi à se faire financer ses projets de faux documentaires au cinéma. Et pour cause, les documents interdits ont engendré tout un merdier. Ironie du sort, pour cette raison, tout est fait pour qu'ils soient désormais extrêmement difficiles à trouver et que plus personne n'ose les rediffuser, en faire une édition DVD et même aucun upload sur YouTube ne résiste. Bien enterrés qu'ils sont, il n'en demeure pas moins, pour les connaisseurs, un exemple culte d'un objet audiovisuel sulfureux qu'on appelle le documenteur. Allez, gosse avec moi! Cinéma! Cinéma! Alors, il faut bien qu'on s'entende sur de quoi on parle, parce que ça a des implications très concrètes. C'est quoi un documentaire? Eh ben déjà, c'est un film de fiction. Donc, que ce soit bien clair tout de suite, et je sais, c'est contre-intuitif, ça ne compte pas les documentaires qui mentent. Au sens, tous les machins conspi censés démontrer toutes les théories fake possibles et imaginables, qui sont de vrais documentaires qui juste racontent n'importe quoi. Et qu'ils le fassent en connaissance de cause ou parce qu'ils croient eux-mêmes à leurs conneries, que leur démarche soit foncièrement malhonnête ou juste qu'ils suivent des méthodologies totalement pétées, que ça relève d'une volonté cynique de faire du pognon ou pour faire avancer leurs idées, ou souvent un mélange un peu de tout ça. Les chiffres ne collent pas! Alors faut arrêter de mentir aux gens, parce que les gens au bout d'un moment ils en ont marre quand on leur ment. Vous connaissez monsieur l'histoire de Pierre et le loup? En fait, d'une, c'est pas toujours facile à déterminer, ça relève globalement d'intentions plus ou moins inaccessibles, et de deux, c'est pas si important au fond. L'important, c'est qu'ils sont pas censés être des fictions. On n'a pas vraiment de nom pour ces documentaires faits par des menteurs, mais en tout cas, c'est pas des documenteurs. Qui sont donc des fictions, mais c'est pas non plus des docu-fictions. Alors, je sais, c'est chiant, et en vrai, même des professionnels érudits s'y perdent, mais vous allez voir, c'est pour ça que c'est un sujet qui retourne le cerveau. Les docu-fictions, vous savez, c'est ces films documentaires, dont la fonction première est donc de documenter des faits, illustrés par de la fiction.
comme un genre de reconstitution. Typiquement, pour les vieux comme moi, l'Odyssée de l'espèce, qui avait été un événement à la télévision française en 2003. Ça utilise la forme fiction dans une démarche documentaire. Alors que les documentaires, au fond, eh ben c'est l'inverse, des fictions qui reprennent la forme documentaire. Typiquement des interviews, la caméra épaule qui suit les protagonistes, la voix off explicative, tout ça. En gros, comme n'importe quel film de fiction, il joue sur une suspension volontaire d'incrédulité, c'est-à-dire un accord tacite avec le spectateur qui sait que c'est pas vrai, mais on joue à faire semblant. Semblant ici que ça serait un documentaire. Donc, contrairement à n'importe quel film, des vraies images. Vous suivez ? Même si, et vous le voyez peut-être venir, ça peut jouer temporairement sur l'ambiguïté, sur le fait qu'au moment du visionnage, tu sais pas vraiment ce que tu regardes, et ça on va y revenir. Bon, là j'ai pris des exemples un peu clichés, très docu classiques, mais en fait cette démarche permet des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus fascinantes que ça, dans le type de format, de documents, d'archives prétendument réelles qu'on est censé être en train de mater. Car dans un monde de plus en plus saturé d'images et autres documents enregistrés, il existe une infinité de formats, de programmes, de médias, de supports, tous reproductibles. Le plus connu étant tout ce qui est le found footage, où sans qu'il y ait forcément une voix off, de la musique, du commentaire ou un montage classique de docu, le film qu'on a sous les yeux fait genre, c'est un vrai film filmé dans la vraie vie véritable et qu'on a trouvé un found footage. Plus riche aussi, puisque comme c'est de la fiction, tu peux faire un truc qu'on peut pas faire en documentaire, c'est avoir recours à n'importe quel genre, n'importe quel univers, n'importe quel imaginaire de fiction. La comédie, l'horreur, la science-fiction, le film historique, le fantastique, ce que vous voulez en fait. Pour aller au plus simple, si la caméra qui filme les images existe dans le film de fiction, elle est intradiégétique, elle existe dans la diégèse, dans la réalité interne au film, alors vous êtes face à un documentaire. On va prendre un exemple très très connu, le fameux « C'est arrivé près de chez vous ». Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Alors si vraiment par je ne sais quelle bizarrerie de la vie vous voyez pas ce que c'est un film belge de 92 de Rémi Belvaux et André Bonzel qui a révélé Benoît Poelvoorde et qui est emblématique du genre. Pour le coup, ça se présente plutôt comme une sorte de reportage où on suit des personnes réelles un peu insolites façon striptease. Bon, et là, il y a tout. Le gars sait qu'il est filmé, il s'adresse à la caméra, l'équipe de tournage est bel et bien avec lui. D'ailleurs, quand on y pense, c'est un peu marrant parce que l'équipe est même plus présente que dans un reportage façon striptease ou autre, où au contraire, souvent, on met en place tout un tas d'artifices, de méthodes de tournage et de montage pour essayer de les faire oublier aux intervenants et surtout aux spectateurs, qui sait pourtant qu'ils sont là, comme dans un film de fiction. Et attention, c'est pas la même chose que les délires méta, genre briser de temps en temps le quatrième mur en disant haha, wink wink, on sait que c'est un film, sinon Deadpool, ça serait un documentaire. Meta. Je mets ce mot partout depuis que j'ai vu une vidéo de Bolchegeek. Non, il faut que ça soit le film. Si juste c'est une fiction où dedans, des fois, on utilise des images qui sont censées exister dans la diégèse, ça fait pas du film lui-même un documentaire. Godzilla avec Jean Reno qui mâche son chewing-gum en s'adressant à la caméra des journalistes, pas un documentaire. Cloverfield, où c'est que des images prises pendant l'attaque du monstre par des personnages, documentaire. Voilà, c'est très important de poser ça, et pas juste pour briller en soirée, mais parce que c'est pas du tout la même nature d'œuvre, et par conséquent, ça dit pas du tout la même chose. Le médium, c'est le message. La forme est consubstantielle du fond, et inversement, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il est impossible de raconter ces choses-là dans une forme qui soit différente de celle qui est produite. L'approche d'une nouvelle réalité, d'un nouveau, de refabriquer un réel, qui ressemble au réel et qui ne serait pas tout à fait le réel, mais qui aurait les ressorts de la réalité pour supporter ce qu'on raconte et rendre crédible ce qui est montré, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de reprendre les codes du réel. C'est arrivé près de chez vous, vous voyez bien que ça n'aurait strictement rien à voir si on suivait le même type faire sa vie de tueur avec un œil extérieur de fiction classique. Et le fait que non seulement il y ait une équipe avec lui, en train de documenter ses horreurs et même intervenir, voire participer, c'est un gros enjeu, un sujet. C'est le principe en fait, la raison d'être du film.
et la raison pour laquelle il est si emblématique. Ça là, la nature même de ce que permet le documentaire, et ben mine de rien, ça dit beaucoup de choses de notre rapport aux images, aux médias, aux archives, à la vérité, à la fiction et à la réalité même. En fait, ça joue avec des trucs psychologiques, sociaux, culturels, ultra importants et un peu dérangeants. Alors, d'où ça vient ? Au fond, la démarche elle-même, elle n'a pas attendu l'invention du cinématographe. Si vous prenez les voyages de Gulliver, Bougainville, les lettres persanes, les liaisons dangereuses, j'en passe, quelque part, c'était déjà le même principe. Se présenter comme un document réel, un genre de fan footage de l'ère où les médias dominants, c'est les carnets de voyage, les échanges épistolaires, etc. Et vous voyez que c'est très propre à l'époque, hein, même s'il y a eu d'autres exemples plus tard. Bah tenez, vous connaissez Dinotopia, sans doute plutôt par les adaptations, mais à la base, c'est des bouquins illustrés de James Gurney dans les années 90, et qui font genre, c'est un journal d'un naufragé du 19e siècle sur une île perdue où les humains vivent avec les dinosaures, et qu'il a trouvé par hasard, littéralement, un fan footage de carnet. Le documentaire, c'est la continuité de ça pour l'ère de l'audiovisuel. D'ailleurs, quand on sait ça, on se dit que ça aurait été mortel de faire les adaptations audiovisuelles de Dinotopia en documentaire, au lieu de faire des trucs nazes. C'est donc un genre qui a toujours utilisé, détourné et questionné les médias de son temps, auxquels il est intrinsèquement lié. Les exemples célèbres de documentaires diffusés en direct façon canular sont simplement pour la télé ce que la guerre des mondes était pour la radio en son temps, une façon d'utiliser les ficelles des médias de l'époque en jouant sur la confiance qu'on leur porte et l'effet qu'ils ont sur nous pour maximiser l'efficacité de la fiction. Ce qui, sans même qu'on ait besoin d'y penser, permet par nature de critiquer leur influence et de questionner notre rapport à eux. Tenez, il y a eu un événement assez dingue qui s'est passé le 31 octobre 1992 sur BBC One. La chaîne principale de la télé publique britannique diffuse une émission en direct, animée par le présentateur star Michael Parkinson, afin d'enquêter sur la réalité de phénomènes paranormaux. À ses côtés, une autre figure de la chaîne, Smithy, prend les appels du public. Et surtout, en duplex, la présentatrice de programmes pour enfants et matinaux Sarah Green, épouse de Smithy, mène une équipe de reportage dans une maison de l'ouest de Londres où la famille prétend être tourmentée par des fantômes, tandis que le comédien Craig Charles fait des micro-trottoirs avec les habitants du quartier. Bref, un dispositif important de la chaîne pour une émission assez sensationnaliste, comme on pouvait en voir à la télé dans ces années-là, on va y revenir. Sauf qu'au bout d'un moment, en plein duplex, il commence à se passer des trucs comme ça. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Et ça continue encore et encore, jusque sur le plateau. Bon, là aussi, j'essaie pas de vous la faire, hein, d'autant que certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, et l'événement, c'est pas du tout qu'on a enfin eu la preuve en direct de l'existence des ectoplasmes. It's a hoax. It is just a hoax. Ça, c'est Ghostwatch, et c'est un programme de fiction très réaliste, tourné en 4 semaines par la jeune réalisatrice Leslie Manning, et écrit par Stephen Falk, scénariste de longs métrages d'horreur pour Ken Russell et William Friedkin. En revanche, bel et bien diffusé en faux direct, comme ça, sur la BBC. Alors, il y avait des éléments permettant de comprendre que c'était faux, c'était dans le cadre d'un programme de fiction, Screen One, la nuit d'Halloween, et il n'y a pas de Fox Hill Drive à Londres. Mais ça jouait quand même volontairement sur le flou. Ça reprend les codes des émissions en direct de la manière la plus crédible possible, et Leslie Manning s'est même battue contre le département fiction pour n'utiliser que du vrai matériel de la télé et obtenir la participation de présentateurs réels comme Michael Parkinson, qui est un genre de Jean-Pierre Pernaut britannique. Du coup, bon, vous pouvez toujours le regarder à part, hein, ça reste super bien et c'est devenu un peu culte avec le temps, mais au fond, on peut plus le voir dans les vraies conditions, c'est-à-dire un peu par surprise, en direct à la télé, en jouant sur les doutes du spectateur. Et ça, c'est pas important juste pour la pureté de l'expérience, c'est le sens originel de ce film. Fondamentalement, ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télévision. Regardez ce qu'on peut faire. Le médium, c'est le message. C'est donc un genre de canular, hein, bien sûr, mais pas à proprement parler une arnaque, hein, dans le sens où le programme, comme on l'a vu, cherchait pas à masquer ses traces, et personne a essayé d'entretenir l'illusion en cachant ses intentions. C'est comme si vous faites croire une connerie à un pote et que derrière tu dis non je déconne, c'est pas à proprement parler un mensonge. Cependant, sur le moment, beaucoup de gens y ont cru.
La diffusion de Ghostwatch a provoqué des réactions sans précédent pour un hoax télévisé. Des milliers d'appels aux standards de la BBC ont été recensés et surtout s'en est suivi une grosse polémique. Beaucoup de gens ont été choqués et ont considéré que Tati, c'est le petit surnom de la BBC, chaîne avec une mission de service public, avait trahi la confiance de la nation en les trompant. Il y a même eu quelques jours après un article titré « Ghostwatch a tué notre enfant ». Parce que effectivement, il y a un jeune homme de 18 ans avec un handicap mental qui s'est suicidé peu de temps après la diffusion du programme en laissant cette note à ses parents. « Chère maman, ne t'inquiète pas s'il te plaît, s'il y a des fantômes, je serai un fantôme et serai toujours avec vous comme fantôme. » Ces questions éthiques et déontologiques étaient déjà posées par ce programme, et c'est des débats qui reviennent souvent concernant la démarche des documenteurs. Stephen Falk et Leslie Manning ont compris que le message n'avait pas du tout été entendu. Et tout comme vous connaissez possiblement l'exemple célèbre de Opération Lune sur Arte là encore. Et faut qu'on en touche 2 mots tellement cet exemple revient tout le temps depuis sa diffusion en 2002. À l'époque, William Carell, c'est un réalisateur chevronné de documentaires, notamment pour la télé. Dans ce cadre, on lui commande un film sur le thème « Doit-on croire tout ce qui est à la télévision ?» et réfléchissons à la manipulation des images. Or, il s'était déjà essayé au documentaire, donc il se dit c'est le genre parfait pour poser ces thèmes. Et en plus, c'est marrant. D'ailleurs, j'en profite pour poser ça là, mais il y a beaucoup de gens qui abordent ces films-là uniquement sous l'angle pédago-zététo-utilitaire, en mode « Ah oui, c'est bien, c'est un outil de développement de l'esprit critique », alors que oui, très bien, mais il y a un intérêt quand même purement cinématographique. C'est un dispositif formel génial pour faire rire, pour faire peur, pour captiver, tout ce que vous voulez. Le potentiel est dingo. Les artistes, c'est pas des profs, et c'est même plutôt les gamins qui bricolent des sarbacanes avec des effaceurs. Et je sais pas où je vais avec cette métaphore, mais bref. L'idée serait de pas annoncer aux spectateurs qu'il s'agit d'un faux documentaire. Ça donne un truc très bien construit, très crédible dans la forme, où on apprend que le gouvernement américain a engagé Stanley Kubrick pour réaliser de fausses images de l'alunissage au cas où la vraie expédition Apollo échouerait. Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit un critique. Pourquoi Kubrick? Parce que Stanley avait convaincu la NASA de lui prêter une des 5 lentilles de focale 50 mm et d'ouverture f/07 qu'ils étaient les seuls à posséder et qui a permis à celui-ci de filmer des séquences en lumière naturelle malgré très peu de lumière. Donc l'idée, c'est de prétendre que c'était dans le cadre d'un deal pour les fausses images d'alunissage. Voilà, William Carell, il voulait partir d'un sujet connu et qui faisait déjà l'objet de théories complotistes. Le film commence de manière très sérieuse et évoque des faits établis bien réels, parle de la course à l'espace, et puis, petit à petit, il sème des mensonges et faits inventés. Ce qui est précisément une technique des documentaires complotistes, la technique du pied dans la porte, où on étaye des faits auxquels tout le monde croit pour obtenir dans un premier temps l'adhésion du spectateur. Mais le film va plus loin que beaucoup de documentaires, en reprenant pas juste la forme documentaire, mais en y intégrant carrément des interviews authentiques de personnalités reconnues, pas du tout au courant que leurs paroles participent à un documentaire. Par exemple, des rushs d'interviews d'Henry Kissinger et Donald Rumsfeld que Carell avait filmé pour son film sur le Watergate, Les Hommes de la Maison Blanche. En plus du détournement de ces images, il interviewe d'autres personnalités avec des questions bien vagues, là encore sans qu'elles en aient conscience. Et ça aussi, c'est une méthode des documentaires conspi. Donc là, les paroles des intervenants, elles sont vraies, mais c'est le pouvoir narratif du montage qui permet de suggérer qu'ils parlent d'autre chose. Et ils mélangent ça à des interviews jouées par des acteurs et d'autres techniques, genre traduire n'importe comment des langues peu connues de ce public, du style là, si tu comprends pas le laotien, tu sais pas qu'il parle de la culture du maïs. Sauf qu'à la fin, on révèle la farce avec un bêtisier et tout, et il y a même des petits indices exprès pour les plus vigilants, du style plein d'interviewés qui ont des noms de personnages de fiction célèbres. Parce que lui, Carell, il veut pas t'arnaquer, il veut te montrer l'arnaque. C'est vraiment un sujet qui le fascine depuis qu'il a réalisé un documentaire sur la fabrication du 20h. Il s'était bien rendu compte d'à quel point il avait entre les mains des outils de manipulation, et qu'en soi, il pouvait faire raconter n'importe quoi aux images. Mais du coup, ironie du sort, et c'est pour ça que c'est encore un marronnier des discussions sur ce type de démarche, c'est que ça peut être repris premier degré à des fins complotistes, ce qui, d'une certaine manière, prouve son propos en fait. Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu un petit coup de vent sur l'Air 51 pendant le tournage.
Les charlatans adorent le format documentaire pour les mêmes raisons que les documenteurs existent. Il s'agit d'un genre, d'un ensemble de techniques, d'esthétiques qu'on associe à la vérité. Ce qui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, est parfait pour des mensonges. D'aller reprendre, entre guillemets, une image du réel pour la confondre sur quelque chose de merveilleux était, mine de rien, extrêmement déstabilisant, infiniment plus que je ne le pensais. On me soupçonne encore d'avoir utilisé des archives. Et le nombre de fois où je vais présenter très volontiers les documents et tout, etc., 9 fois sur 10, à la sortie, il y a quelqu'un qui m'attrape par le bras et il me dit « Mais à moi, vous pouvez me dire où est-ce que vous les avez trouvés ?» Cette démarche, on continue à la voir évoluer puisque en ligne, maintenant, on a le Digital Horror qui présente des types de documents propres à l'ère Internet, comme de faux vieux jeux vidéo, des fausses pages web, des faux enregistrements en ligne, etc. Et ça peut aller très loin puisque prenez myhouse.wad. Et putain, comment je vais expliquer ça ? Un .wad, c'est un format de fichier pour les modes du jeu vidéo Doom. Doom, qui est un vieux jeu maintenant, il date de 93, et c'est le précurseur d'un genre qui va devenir dominant, les jeux de tir à la première personne, au point qu'on appelait ça des Doom-like fut un temps. Et c'est un jeu qui a encore aujourd'hui toute une communauté de gens qui créent leur propre niveau bricolé, leur propre version modifiée des mods. Et myhouse.wad, c'est une œuvre qui prétend être un de ces mods fait par un type désormais décédé, finalisé et partagé par un ami en sa mémoire. Un niveau de Doom qui se passe juste dans sa maison. Voilà, d'où le nom, myhouse. Et ça a vraiment été posté sur un forum comme ça, avec cette explication. Sauf qu'en fait... Alors, pour la version longue, vous allez voir la vidéo de Feldup ou celle de Powerpack si vous parlez anglais, mais c'est pas du tout juste ça. Et je le dis premier degré, je considère que c'est une des œuvres les plus géniales de ces dernières années. Tout genre confondu, d'autant que c'est un peu difficile de lui trouver un genre. En quelque sorte, c'est un documentaire, un fan footage de l'ère internet, qui prétend être une forme très spécifique à cette culture, alors que, par exemple, c'est même pas vraiment un .wad. Mais bon, ça j'en dis pas plus, et en fait, même l'histoire du pote décédé, c'est une fiction. Forme qui en plus dit quelque chose d'internet comme média, puisque l'œuvre ne peut pas exister sans les mods, les forums, le partage, mais aussi les fichiers, l'aspect communautaire qui va aller creuser dedans, les vidéos de décryptage qui touchent beaucoup plus de gens que le mod lui-même, etc. Le médium, c'est le message. Bref, et le Digital Horror, ça vient beaucoup de l'analogue horror, qui joue lui sur le format, comme son nom l'indique, analogique, type télé, caméscope, VHS, tout ça. Et qui a été vachement utilisé au cinéma avec le fan footage et notamment, bien sûr, Blair Witch Project. C'est le truc hyper célèbre, mais dont le précurseur c'est qui ? Eh ben c'est Jean Teddy, 10 ans avant quand même. En France, moi, j'ai jamais réussi à monter un film qui puisse avoir ce type de narration, ce type de sujet. J'ai jamais trouvé 1 euro pour faire une œuvre un tout petit peu plus ambitieuse. On est quand même dans un cinéma un peu qui a toujours un peu de mal avec peut-être la chose différente, avec peut-être un peu les nouveautés, qui n'arrêtera pas de dire qu'aux États-Unis ils ont osé faire ça, que par exemple les productions Blumhouse c'est génial, ils ont fait des trucs à l'iPhone, ils ont fait des films avec 3 euros et tout et ça marche du tout, etc., etc. Sur le fan footage, sur quelque chose d'un peu différent, comme ça, d'oser parier sur quelque chose qui en plus par définition est plutôt extrêmement bon marché. Je n'ai jamais trop compris. Avant ça, on avait eu d'autres trucs marquants avec ces techniques, sans pour autant être de purs documentaires. Évidemment, le célèbre et polémique Cannibal Holocaust, qui lui-même était une réponse à un truc absolument délirant qu'on appelle le mondo, et qui vaudrait un sujet à part tellement vous vous rendez pas compte. Mais ça tombe bien parce que Cinéma et Politique vient de sortir un sujet sur le mondo, vous irez voir après. Et depuis, cette esthétique found footage a été beaucoup reprise par Internet. Bon, il y aurait 1000 exemples évidemment, mais là, on va pas se mentir, actuellement, le virtuose de ça, c'est Ken Parson, dit Ken Pixel. Déjà avec sa célèbre série sur les backrooms, dont les principaux épisodes s'appellent Found Footage, qui montre des prétendus enregistrements filmés par des gens perdus dans une sorte d'univers parallèle, les fameuses backrooms. Can anybody hear me? Univers qui vient lui-même de la création communautaire sur Internet, avec tout le truc de l'esthétique liminal space, qui
elle-même vient d'une photo trouvée comme ça, mais bien réelle, même si, et c'est marrant, pendant des années, on savait pas du tout d'où elle venait ou si même elle était vraie. Depuis, il a fait d'autres séries qui vont encore plus loin dans la démarche documenteuse, puisqu'on a d'abord sa série The Oldest You, où donc là, on est toujours sur des soi-disant enregistrements de type qui se filment dans un endroit étrange, hein, classique. This is literally like the backrooms from TikTok. Et les posts soi-disant eux-mêmes sur internet. Sauf qu'en plus, là, je vous divulgage pas tout, hein, allez voir vous-même et il y a plein de vidéos de décryptage, mais c'est basé sur de véritables documents. Donc, encore une œuvre qui mélange images fictives et réelles, mais d'une manière hyper novatrice, comme un genre d'ARG, un jeu de pistes fictif, mais dont certains éléments préexistent pour de vrai et se mélangent à des trucs inventés par la suite, c'est du pur génie. Non mais quand je vous dis que c'est le genre pour notre moment culturel, aussi en ce moment il est passé à quelque chose de beaucoup plus digital, avec encore un nouveau truc qui s'appelle People Still Live Here, alors qui est des vidéos de gameplay, c'est-à-dire c'est censé être les enregistrements de parties d'un jeu vidéo, comme on en trouve 13 à la douzaine sur YouTube, qui daterait de 2005, et dont le jeu lui-même serait une reconstitution d'événements documentés par un gars dans les années 30-40, enfin... C'est en cours, je sais pas vraiment où il va avec ça, mais toujours est-il que c'est une putain de façon de renouveler le genre, le gars est juste dans le futur, c'est à la fois populaire et avant-gardiste. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus, hein, d'autant que j'ai déjà un format pour parler de culture à internet, c'est sur Blast, ça s'appelle Deep Web Fantasia, et en plus, c'est avec Pacôme. Donc, que demande le peuple? Activez la cloche. Je dois juste parler d'un point crucial. Si vous connaissez pas, vous avez peut-être pas capté en regardant les images de tout ça qu'on vous met depuis tout à l'heure, et que peut-être même vous avez pas vu parce que vous étendez votre lessive en même temps au lieu de profiter du super montage du coin du bis. Mais donc, tout ce qu'on vous a montré là, c'est fait entièrement par ordinateur, sur le logiciel Blender. Oui, je sais, mais je vous jure. À l'ère où on flippe des images numériques truquées, photoshopées, générées par IA, etc., c'est édifiant. Bah oui, parce que au-delà de la performance, ça dit quoi? Ça souligne un point qui est que désormais, un gars, alors certes giga doué, genre vraiment c'est énervant, mais tout seul chez lui, peut faire ça en fan footage grâce à l'évolution des technologies et des savoir-faire. Et le documenteur, eh ben ça vient de là. Alors évidemment, on peut trouver plein d'œuvres un peu précurseurs comme L'Arbre à spaghetti en 57. Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length. But this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders, who've succeeded in producing the perfect spaghetti. Parce qu'à l'époque, on commence à avoir accès à des équipements et caméras beaucoup plus légers, et certains cinéastes vont voir le potentiel formel de ces évolutions techniques. En France, ça va donner notamment la nouvelle vague, qui va elle-même influencer tout le ciné indépendant des années 60. Et c'est là où vont naître les premiers longs métrages du genre documentaire. Notamment issus d'un type de cinéma lui aussi émergent, et vous allez voir l'ironie est rigolote, le cinéma vérité. Et oui, ça peut paraître très paradoxal tant c'est des principes inverses, mais le cinéma vérité, aussi appelé cinéma direct, c'est un courant du cinéma documentaire né au Québec à la fin des années 50, avec la volonté de retransmettre le plus fidèlement possible le réel, capter au plus proche la vérité vraie, de l'authenticité véritable. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes, qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. Là encore, permise par des caméras plus légères qui enregistrent à la fois l'image et le son, comme celle utilisée par Jean Rouch dans son cinéma à vocation ethnographique, et qui permet de filmer les gens en les laissant simplement vivre sans méga mise en scène. D'ailleurs, ça souligne un truc, c'est que pas mal d'images d'archives historiques qu'on identifie comme réelles et qui nous sont restées d'une époque où les dispositifs pour filmer étaient beaucoup moins pratiques, sont en fait des mises en scène. Mais oui, parce que quand ta caméra, c'est un bordel méga cher qui pèse des dizaines de kilos, eh ben t'es pas là à te promener sur le champ de bataille comme avec ton smartphone. Non, on filme certes de vrais soldats par exemple, vraiment pendant la guerre, mais on leur fait simuler ça dans un environnement un peu plus sécure.
Ce qui fait que maintenant qu'on a tous une caméra miniature dans la poche, on parle H24 du flux d'images incessantes, sorties d'on ne sait où, on ne sait plus quoi croire, c'est l'ère de la post-vérité et les guerres de désinformation, etc. Oui, ok, c'est vrai, et ça amène de toutes nouvelles problématiques de manipulation des médias, mais on fait comme si, avant les fake news et les smartphones, ah bah c'est bon, on s'y retrouvait mieux. Alors que, d'une certaine façon, ces images qu'on considère comme de bonnes vieilles archives historiques bien solides, elles étaient en fait encore moins réelles. C'est sûr, on s'y retrouvait mieux dans le sens où t'avais accès qu'à ce qu'on avait bien voulu te filmer, de la manière dont on voulait bien le filmer, diffusé avec la petite voix off de propagande qui disait bien ce qu'elle voulait. Ce qui a changé au fond, c'est pas qu'avant l'ère de la post-vérité, il y avait eu une ère de la vérité. Ce qui a changé, c'est qui peut produire des images et les diffuser. C'est pas nécessairement mieux, puisque effectivement, ça permet à toujours plus d'acteurs de faire de la désinformation, mais d'un autre côté, ça permet aussi à des gens qui n'ont pas voix au chapitre de documenter la guerre, pour rester sur cet exemple, de leur point de vue, que les médias dominants auraient pas mis en avant, mais aussi d'autres événements en produisant leurs propres images. Bref, c'est en rencontrant Rouch que Michel Brault découvre cette révolution technique et développe le cinéma direct. Direct étant quand même un meilleur terme que vérité, puisque même eux sont conscients que ce cinéma reste, je cite, l'expression des gens qui le font. Il y a une rhétorique amateur. Il suffit de voir les films de famille qui sont tous des found footage. Bon, dans un film de famille, la plupart du temps, les gens ne filment que ce qu'ils voient en face. Je veux dire, il n'y a qu'en narration classique où on renverse pour faire un effet causal, champ contre champ. Cause, conséquence. La partie la plus intéressante, je trouve, dans le found footage, c'est aussi que celui qui filme est à la fois le premier auteur, le premier raconteur de l'histoire, le premier témoin de ce qu'il va raconter, et tout, etc. S'il y a image, qu'on essaie de le faire oublier ou non, il y a une caméra. S'il y a une caméra, il y a un point de vue. Il y a une vérité, mais il n'y a pas de vérité objective de l'image, puisqu'un objectif, ironiquement, c'est une subjectivité. Le médium, c'est le message, et le J, c'est le S. L'objectif de ce cinéma est de montrer la vie au plus proche de ce qu'elle est en interférant le moins possible. À la merci de ce qui est tourné sur l'instant, de la spontanéité des gens, Brault considère que le film ne se construit en tant que film qu'au moment du montage, qui est encore une couche de subjectivité. Ce qui fonde le film, c'est le rapport qu'a le cinéaste avec son sujet, dira le vidéaste à propos, commentant Pierre Perrault. « Je ne recherchais, il faut bien dire, écrit Perrault, que ce qu'il y a de précieux. Il est impossible qu'un homme n'ait rien à dire. Cela n'existe pas. » C'est là où vous voyez que c'est pas tant un paradoxe que les deux faces d'une même pièce. C'est le principe même du cinéma dit vérité qui permet les premiers documenteurs, qui s'amusent à pousser à son paroxysme le cinéma direct. On en reprend les codes, le matériel et une certaine approche, mais on les détourne pour construire un objet de fiction. Par exemple, les documentaires d'Albert et David Miles, comme Grey Gardens, où on suit la tante et la cousine de Jacqueline Kennedy recluses dans leur grosse maison devenue un tas de ruines. Ici, pas de voix off, on filme les personnes faire leur vie, caméra à l'épaule. Elles s'adressent parfois à la caméra et se livrent. Ce genre de format, maintenant, on y est familier tellement ça a été repris et détourné, mais à l'époque, c'est tellement pionnier qu'avec le recul, c'est marrant, on a presque l'impression de regarder un mockumentaire. Personne ne va manger les caméramans, à la limite celui-là, mais... Alors, les mockumentaries, c'est mock pour se moquer et documentary pour documentaire, un peu comme les mocktails qui sont de fausses versions, sous-entendu sans alcool, de vrais cocktails normalement alcoolisés. Et oui, si c'est pas le cas, c'est pas un mocktail, c'est juste un cocktail sans alcool. Donc oui, là, ce sous-genre de documentaire, le mockumentaire, c'est directement des parodies de documentaires ou des satires du genre. C'est encore très populaire, et ce truc de suivre de cette manière des personnalités un peu atypiques, c'est devenu un classique. Et ben, tenez, c'est arrivé près de chez vous, c'est exactement ça. Tout ça, les réalisateurs l'ont compris dès les années 70, par exemple en réaction aux premières proto-téléréalités où on suivait une vraie famille. Mais ça existe toujours et vous en connaissez sûrement plein d'exemples. Ça montre un des pouvoirs du documentaire en tant que genre, la satire des médias, des programmes, des dispositifs, des émissions qu'ils reprennent. Déjà tout simplement pour le potentiel comique du truc, de filmer la banalité comme ça, de notre rapport à la présence d'une caméra, au regard du spectateur, puis favoriser les monologues, l'impro et les performances de comédiens.
Parce que le cinéma peut toujours se rapprocher d'une forme de retranscription plus directe du réel, il n'en reste pas moins du cinéma, avec des dispositifs, un regard, des techniques, des narrations, du montage, des choix, etc. Bref, c'est toujours pas la réalité, mais ça crée mieux que quiconque un effet de réalité. Et pour ce faire, il suffit de reproduire le type d'image qu'on associe à la réalité. Ce qui est un constat un peu dérangeant du documentaire en général. Parce que ça veut dire que pour que ça ait l'air réel, le réel en fait est superflu. Et pour faire vrai, le vrai est accessoire. Vous voyez ce qui est vertigineux là-dedans, dans ce que montre le documentaire sans forcément le vouloir, juste en jouant avec ses effets, avec notre rapport à l'image. Ce qu'on a mis en place pour dire le vrai peut tout autant servir à crédibiliser le faux plus efficacement que quelque chose qui fait fiction. Et c'est fou parce que cet effet, il marche même sans vraiment faire l'effort d'y faire croire. Par exemple, les utilisations humoristiques type The Office ou Parks and Rec. En fait, ça reprend la forme du reportage, immersion, caméra à épaule, rush capté à l'insu des intervenants, etc. Sauf que très vite, ils essaient même plus de faire genre, il y a vraiment une équipe de tournage qui existe dans la diégèse et qui est vraiment en train de filmer pour un programme particulier. Ça devient juste un style documentaire qui a ses intérêts comiques, comme les regards caméra, les espèces d'interviews professionnelles, son effet de réalité, d'authenticité, d'intimité. De même, toute la mode là des films d'action lancés par la mise en scène de Paul Greengrass, très caméra à épaule, très rapproché, très chaotique, c'est pile ça. Dans Jason Bourne, à aucun moment ils prétendent qu'il y a vraiment des caméramans qui le suivent dans ses aventures et tout, mais ça fait docu, donc ça fait réel. Ou encore, c'est la raison d'être des longs plans séquences caméra à épaule des Fils de l'Homme qui détournent l'esthétique docu, l'esthétique reportage de guerre. Je sais, c'est terrible, mais il y a une esthétique du vrai. D'ailleurs, vous noterez un truc, c'est que les gros docus récents, là, typiquement les docus Netflix, ils font moins documentaires que les documentaires. Parce qu'ils ont cette esthétique hyper léchée, hyper mise en scène, hyper standardisée. Le documentaire, c'est au sens strict une pratique de subversion. Et c'est pas pour rien que ça trouve ses racines dans les courants indés des années 60-70 contestataires. Par exemple, Chris Marker, qui est un réalisateur pionnier de la nouvelle vague et qui a énormément travaillé sur les liens entre la fiction et le documentaire. Un de ses exemples les plus connus et souvent enseigné de nos jours se trouve dans Lettres de Sibérie qu'il a réalisé en 57. En gros, il y montre qu'avec les mêmes images, il fait dire deux choses totalement opposées selon le montage et la voix off. Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie. Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre. Bon, évidemment, dit comme ça, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais justement, des types comme Marker en ont fait la démonstration avec les outils mêmes. C'est un peu comme l'effet coulée de chauffe, quoi. Et évidemment, une fois que t'as compris tout ça, ça ouvre la porte à un usage politique. Et voilà, ça y est, pas de politique dans mon documentaire. Alors, ceci dit, le documentaire lui-même, c'est un médium très politique, je vous apprends rien. Enfin, remarquez, peut-être que si, en fait. Ah non, le documentaire, ça doit montrer la vérité, ça doit être neutre et objectif, pas comme de la propagande idéologisée de manipulation, de la désinformation. Les gars... respectez-vous quoi, enfin c'est aller trop vite ce qu'on a dit là. Vous voulez vous le repasser une ou deux fois en vitesse 0,5 ? Non mais vraiment arrêtez une bonne fois pour toutes avec ça, d'accord ? Vous avez trop l'impression d'avoir d'être ça, d'être les champions de la vérité, alors que c'est précisément ce qui fait de vous des pigeons. Considérer que l'idéologie c'est les autres, c'est le truc idéologique ultime, où t'es tellement aveuglé par la tienne que tu la vois même plus, et que t'es juste en pilote automatique, à la merci de ceux qui l'ont construite, en utilisant les moyens dont on parle depuis tout à l'heure. Vous comprenez juste pas ce que vous regardez, et du coup vous devriez peut-être regarder des documentaires, histoire de voir un peu les ficelles. Bon, qu'est-ce que je disais ? Oui, des usages politiques. Et en fait, vous en voyez déjà, j'imagine, des très connus. In my country, they take them and they take them to jail and finish them. Take them out and hang them. Yes. That's what we're trying to get done here. High five. À première vue, Borat, ça pourrait juste ressembler à un documentaire de base, sauf qu'ici, la particularité, c'est que la plupart des gens que le personnage rencontre sont réels et ne savent pas qu'ils sont dans un film de fiction. C'est ce qu'on pourrait appeler un documentaire performatif.
Sacha Baron Cohen, qui a imaginé et interprété le personnage, appelle ça des films d'infiltration. Un personnage fictif infiltre en quelque sorte la réalité. C'est un genre de canular aussi, dont la cible ne serait pas le spectateur, mais les intervenants. Alors au passage, ça pose d'autres problèmes éthiques, parce que puisque l'idée c'est de présenter aux gens un stéréotype d'un quelconque pays d'Asie centrale lointain et perçu comme arriéré pour jouer l'arroseur arrosé, sauf que bon, déjà, c'est un cliché raciste, mais admettons, c'est leur, vu qu'ils y croient. Alors que, pour le spectateur, c'est rendu évident que c'est beaucoup trop grossier et caricatural pour être crédible. Mais surtout, pour que le canular fonctionne, ils pouvaient pas non plus inventer un faux pays, ils se seraient fait cramer trop facilement à plein de reprises. Du coup, voilà, c'est le Kazakhstan qui prend, quoi. Même si, bon, c'est évident que le pays est dépeint d'une fausse manière, mais c'est pas ouf pour eux, et d'ailleurs, ça a fait toute une histoire, et ça a été utilisé contre le film. Toujours est-il que l'idée, c'est pas tant de subvertir les codes du documentaire que de les utiliser pour créer des situations satiriques et comiques avec un objectif de démonstration politique en révélant un certain visage de l'Amérique. En utilisant le personnage fictif le plus raciste, sexiste et rétrograde possible pour montrer à quel point le sont des États-Uniens bien réels. Formule qu'il a reproduite avec Bruno puis sa série Who is America. Il y a un exemple qui montre vraiment parfaitement ce pouvoir politique du documentaire, et encore une fois, ça vient de la télé et même de la BBC. En 65, ils commandent à un de leurs réals un programme à vocation éducative pour sensibiliser aux conséquences réelles d'une éventuelle attaque nucléaire sur le sol britannique. Et oui, c'est la guerre froide, et c'est un des sujets de préoccupation sur lequel la chaîne publique se donne mission d'informer. Alors le gars il part sur un truc un peu documentaire, mais comme c'est spéculatif, il cherche à faire une espèce de reconstitution de ce qui se passerait. Un peu comme un docu-fiction ferait avec une période passée, sauf que là c'est un possible futur. Et c'est documenté, c'est basé sur du réel, puisque figurez-vous qu'il y a un pays qui s'était pas gêné pour faire subir ça à des populations civiles, et que c'était pas les soviétiques. C'est comme ça qu'il leur pond The War Game, la bombe en français, et la BBC, ils sont un peu embêtés. Au point que le gouvernement s'en mêle et finalement non, ils annulent purement et simplement la diffusion sur la télé nationale, juste ils le passent dans des séances en comité réduit. Parce que le truc, il fait tellement vrai avec son côté faux documentaire, tellement crédible, tellement anxiogène, que c'est même plus vraiment un programme éducatif. Ça en devient, sans même avoir besoin de le formuler, un putain de pamphlet viscéral anti-guerre contre les armes atomiques pour la paix mondiale tout de suite maintenant. Et pareil, aux États-Unis, les programmes éducatifs vont le bannir et le film sera surtout mobilisé par les mouvements pacifistes, très forts à l'époque, auxquels il faisait écho sans même le vouloir. Enfin, sans le vouloir, sans l'expliciter, on va dire, parce que le gars qui a fait ça, c'est un certain Peter Watkins. Et alors, Peter Watkins, ça va vraiment devenir le boss final du documentaire politique, mais alors vraiment engagé vénère. Vous en connaissez sûrement si vous vous intéressez à ça, et alors si vous traînez avec des gauchistes, c'est à peu près impossible qu'il n'y ait pas vos potes anards qui forcent avec ça toutes les 2 soirées au squat autogéré. Je parle en connaissance de cause, et d'ailleurs nous-mêmes on en a déjà parlé dans la vidéo sur Squid Game et les Battle Royale, puisque c'est lui qui a fait Punishment Park. Donc bon, on va pas tout vous refaire, vous avez qu'à aller voir la vidéo, mais en gros, c'est un film de 71 où on imagine que le gouvernement US organise des espèces de chasse à l'homme dans le désert en y lâchant de dangereux militants anti-guerre, anti-racistes, anti-capitalistes, bref, tout ce que ces années-là comptaient de mouvements contestataires et contre-culturels. Were you gonna call for revolution on that television? What do you want me to say? I just told you the truth. Were you gonna call for revolution? What'd you do? The truth as you saw it. I would tell the truth. You could have a better country. I would tell the story of black people like it has never been told in this country. Aussi, c'est un documentaire, puisque on imagine que c'est une équipe de reporters qui filme tout ça, vous voyez le délire de base. Mais Watkins, il va plus loin dans sa démarche, puisque, par exemple, les gens, ils savent que c'est un film de fiction, mais c'est pas des comédiens. C'est-à-dire, c'est des vrais gens. Les militants, c'est des militants, et même les gars qui les jugent, c'est des vrais réacricains qui disent des trucs qu'ils pensent vraiment. D'où le fait qu'ils soient aussi crédibles. C'est que, justement, Watkins, il vient des médias, il connaît les ficelles, et il veut les utiliser pour dire des choses très politiques, mais aussi pour les montrer et en faire la critique. Quand il était tout jeune stagiaire à l'unité documentaire de la BBC, il était déjà saoulé par ce fameux discours tenu par ses supérieurs sur ce que eux présentaient comme l'objectivité des médias. Alors très vite, il développe ce style documentaire pour contester l'apparente objectivité des reportages par la démonstration. Et il espérait que, devant l'évidente artificialité du processus, les spectateurs comprendraient les techniques utilisées et que c'est la forme qui nous faisait accepter le fond indépendamment de la réalité intrinsèque du fond.
Dès 64, par exemple, il fait un truc très avant-gardiste avec la bataille de Culloden. C'est une bataille de 1746 qu'il va donc reconstituer, là encore comme un docu-fiction, jusque-là normal, sauf que tout est présenté à travers les yeux d'une équipe vidéo, qui fait un reportage sur place, caméra à l'épaule, et commente en voix off ce qu'on voit. Malcolm Angus Chisholm, age 24, disemboweled. Et d'ailleurs, c'est un coup qu'il va refaire 40 ans plus tard avec La Commune, présenté comme si c'était un reportage pendant les événements de la Commune de Paris. Bon, c'est sûr, c'est un peu niche et expérimental, hein, c'est pas ça qui va s'adresser au grand public, mais mine de rien, c'est un des seuls films sur ce moment de l'histoire de France. Bon, vous voyez le délire, hein, c'est évidemment anachronique et absolument personne va croire qu'il y avait vraiment des équipes télé sur place. L'idée, c'est de raconter ça avec les outils modernes documentaires et tout ce qu'ils peuvent amener autant sur le fond que sur la forme. Et quelque part, en étant aussi ouvertement faux dans la forme, c'est presque plus honnête et juste sur le fond, puisque c'est l'inverse d'essayer de masquer le dispositif. Donc lui, il assume vraiment l'aspect engagement et la critique média. Il a même théorisé tout ça, hein, il a formé des étudiants, il a écrit un livre sur un principe qu'il nommera la monoforme, qu'il décrit comme une forme narrative standardisée et rigide qui sous-tend la structure de la plupart des émissions télévisées. Il en attribue l'origine à l'émergence d'Hollywood qui avait besoin de conforter la viabilité commerciale du cinéma naissant. Pour lui, le but de la monoforme, c'est simple, faire en sorte de toujours garder l'attention du spectateur. Lui, c'est un vrai de vrai, quoi, il est vraiment resté dans une démarche contre-culturelle, contestataire, et malheureusement extrêmement solitaire, puisque autant c'est un pionnier, une référence, une vraie influence pour beaucoup, mais c'est un peu du David contre Goliath face au rouleau compresseur des médias et du cinéma mainstream. Résultat, il est un peu arrivé à la conclusion que les gens étaient pas prêts à remettre en cause cette monoforme, encore un There is no alternative, et du coup il s'est pas mal reclus, mais on lui fait coucou, Peter, t'es stylé. Parce que c'est vraiment important que ce type de travaux existe, et il y a eu plein d'autres expérimentations dans le genre, et énormément de purs concepts à explorer. Par exemple, en 2004, il y a eu Confederate State of America. Le film a été réalisé par Kevin Wilmot, réalisateur afro-américain du Kansas, passionné d'histoire, en réaction au fait que le drapeau sudiste flottait encore sur le Capitole de l'État de Caroline du Sud. Donc là, c'est un documentaire uchronique, c'est-à-dire que c'est un documentaire censé se passer dans une autre réalité où les sudistes ont gagné la guerre de sécession aux États-Unis et ont jamais aboli l'esclavage, en présentant donc une uchronie avec le côté sérieux, très crédible du documentaire. Carrément, il y a des idées du style des fausses coupures pub qui vendent des produits pour surveiller ou assurer son esclave, et attendez, parce que c'est encore plus malin que ça, puisque, alors, bien sûr, c'est des fausses pubs, ça a un côté satirique pour le spectateur, voilà, on rigole bien, c'est mordant, sauf que, à la fin, il révèle que toutes sont basées sur de vrais produits de l'époque. Mais du coup, ce documentaire uchronique lui permet de parler de sa réalité. Bon, là, je vous présente des usages assez frontalement militants, hein, qui viennent plutôt de milieux contestataires, ou des exercices ouvertement de critique média via le canular, comme Opération Lune ou Ghostwatch. Mais alors attendez, parce que là, il faut qu'on parle d'un truc, et je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous là, vous connaissez pas, alors que c'est français, que ça a été un truc énorme à l'époque, et que Ghostwatch à côté, vraiment, c'est de la tourtelle. Et je suis même certain que beaucoup, vous allez pas me croire. En tout cas, pas tout de suite. Le 22 février 84, sur Antenne 2, ex-deuxième chaîne de l'ORTF et future France 2, donc la télé publique, devant 20 millions de téléspectateurs. À l'époque, on était 56 millions. C'est plus d'un tiers des Français devant leur poste. Et il se passe ça. Elle, c'est Christine Ockrent, c'est la présentatrice du 20h, la vraie, et elle annonce ça. Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement vient à l'instant d'en révéler la teneur. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques, à commencer par la sécurité sociale. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8 000 francs par mois. Les retraites seront versées par la sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%. Je sais pas si vous imaginez le délire. Quand tout à coup, Yves Montand.
Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Et en fait non, on vous a bien eu, c'était pour de faux. Mais imagine quand même. Parce que, c'est quoi ce bordel? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Vive la crise, et c'est une émission spéciale pour faire de la pédagogie sur les réformes en cours. Vous savez, hein, si les gens ils s'énervent quand on fait des réformes bien sales, c'est parce qu'on leur a pas assez expliqué, qu'on n'a pas assez fait de pédagogie. Et oui, on est en 84, donc sous Mitterrand, et il se passe ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. C'est en gros le moment où la gauche était enfin arrivée au pouvoir, ils ont fait des trucs de gauche dans un premier temps, mais là, c'est fini. Avec la conjoncture actuelle, c'est plus possible, alors il faut leur expliquer aux gens, parce que c'est vrai, c'est contre-intuitif, il faut leur expliquer pourquoi la gauche, elle doit faire des trucs de droite, et que même si vous aviez voté pour l'inverse, il faut que tout le monde fasse du libéralisme et de la mondialisation, comme au même moment Thatcher ou Reagan. Donc ils nous pondent ce banger avec tous les moyens, toute la machine derrière. Le journal au début, ouf, c'était pour rire pour l'instant, mais ça pourrait si on réforme pas comme on a dit. Alors, l'émission entière n'est pas un documentaire, hein. Après le faux JT canular, c'est 1h30 d'Yves Montand qui nous justifie tout le tournant de la rigueur, que va falloir serrer les fesses, mais ça devrait bien se passer, et finalement, est-ce que c'est pas une belle opportunité tout ça ? Derrière, t'as toute la clique des Laurent Geoffrin et compagnie qui ont converti le parti socialiste au libéralisme, et regardez aujourd'hui quelle riche idée c'était. Mais attendez, parce qu'il y a d'autres documentaires dedans. Parce qu'après, ils font tout un tas de faux reportages pour imaginer des scénarios. Et ils font des trucs du style « Ah bah, on pourrait virer tous les immigrés, mais imagine, il y aurait plus personne pour ramasser les poubelles. » Ou alors des interviews de vrais experts, mais dans le futur, enfin... Vrai, oui, mais alors, expert, c'est un peu exagéré, puisque, par exemple, Alain Minc, évidemment Alain Minc, et la France, regardez, elle a pas voulu se moderniser, donc c'est revenu au Moyen-Âge, et le Mexique s'effondre, et d'autres délires dans le genre. Je ne vous mens pas. Heureusement, on peut aussi imaginer des scénarios radieux, comme faire les États-Unis d'Europe. Eh ben oui, parce qu'à ce moment-là, il fallait vendre l'Europe, mais surtout pas sur le mode les peuples, la paix, la solidarité. Non, le marché commun, la concurrence, le libéralisme. Et dans leur faux docu, la présidente de cette Europe du futur trop bien, ça serait Thatcher. Je ne déconne toujours pas. Cinecittà, centre mondial du cinéma. Dans les studios romains, le réalisateur Sergio Leone vient de donner cette semaine le premier coup de manivelle de sa gigantesque fresque historique « Il était une fois l'Europe ». Puis alors, j'en passe, mais t'as De Villiers et son Puy du Fou, érigé en exemple de réussite française, et des sorties, mais alors, lunaires. En définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que pourquoi Yves Montand? À ce moment-là, c'est la gigastar hein, du ciné, de la chanson, de la télé, mais aussi c'est un ancien sympathisant communiste qui a bien retourné sa veste et qui s'est converti au libéralisme. Au point que des gens l'envisageaient très sérieusement comme un potentiel Reagan français, Reagan qui était aussi un acteur hein, qui venait des syndicats et tout. Je vous jure que c'est vrai et que je n'exagère rien. Il y a tout. Tout est là, il y a tous les traîtres. Le niveau de Corée du Nord mental des gens qui ont produit ça, c'est de l'anti-Peter Watkins, c'est-à-dire du Peter Watkins de droite et d'État. Notre Ghostwatch à nous, c'est une opération de propagande premier degré où les fantômes, c'est la main invisible du marché. Pas mal, non, c'est français. Vive la crise, c'est le neuromancer du Kojip-punk. C'est Macron, quoi. C'est Macron maintenant, ouais, absolument. Avec 30 ans d'avance. Non mais moi c'est ça ma théorie du complot, hein. C'est que Macron, ils l'ont créé en éprouvette comme Homelander sous Giscard, dans les labos secrets du FMI, où Alain Minc le forçait à regarder Vive la crise en boucle dès ses 7 ans, c'est pas possible autrement. Et si vous me croyez pas, c'est simple, vous pouvez aller mater ça sur YouTube, c'est Lina qui l'a mis en ligne en intégralité. C'est une dinguerie. Bref. Pourquoi je trouve ça hyper sous-coté, les documentaires, et que je voulais en parler en ce moment.
Ben, il vous aura pas échappé que ces dernières années, on est censé être dans l'ère donc de la post-vérité. Et on parle beaucoup de fake news, des documentaires conspi, de la désinformation avec les réseaux sociaux, etc. Hein? Théorie du complot! Et puis, il y a le rapport à la réalité des images, vu qu'on a un peu tous une caméra sur nous et accès à des canaux de diffusion potentiellement massifs. Puis alors là, avec l'IA, les deepfakes et tout, c'est encore plus prégnant. Et je trouve qu'avec ces sujets, il y aurait vraiment de quoi remettre le documentaire comme un genre majeur pour notre période culturelle. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une résurgence de formes de fan footage dans la création, notamment internet. Culturellement, c'est une des formes qui me paraît la plus intéressante dans la période, d'autant que, je trouve que d'une certaine façon, parce que c'est le rôle de l'art aussi, elle apporte des réponses là où le discours public est assez impuissant. Parce que faut peut-être combattre le fake par le fake. Alors pas au sens où il faudrait aussi qu'on fasse du fake comme le font les producteurs de fake news, mais comme le fait le documentaire. Et peut-être arrêter de penser que le rapport aux médias, à la vérité, aux images, c'est une problématique nouvelle. Quand tu fais un peu cette histoire comme on vient de le faire, tu te rends compte que ça n'a pas attendu les réseaux sociaux ou les fermes à fake news. Et il y a des gens qui interrogent ça depuis longtemps. On a juste changé de médium avec de nouvelles problématiques. Contrairement à ce que le terme sous-entendrait, il n'y a pas eu une ère de la vérité avant la post-vérité. Repensez à Ghostwatch, canular conçu pour montrer comment on pouvait faire croire au paranormal grâce au dispositif télé qui met en confiance le spectateur. Et 3 ans plus tard, la télé française diffuse en direct ça. Sauf que là, c'est Prom Dug. Jacques Pradel, il s'en battait les couilles. Dans son émission L'Odyssée de l'étrange, consacrée au paranormal, il te balançait les images d'une fausse autopsie de l'alien de Roswell, présentée comme un document authentique, caché, unique, dont on sait depuis que c'est un fake, puisque évidemment que c'était un fake. Le bêtisier de Roswell, c'est une cassette TF1 vidéo. Et là, c'était sur TF1, qui se privait pas de faire des trucs genre un montage avec des images de conf de presse pour faire croire que PPDA avait interviewé Castro. Le plus terrible étant que c'est une des moins pires saloperies pour lesquelles il aurait fallu le dégager de l'antenne, mais passons. Là, franchement, venez me parler de post-vérité. Juste, ils ont ces outils, ils s'en servent. Et d'ailleurs, en réaction au truc de Pradel, Arte, ils avaient commandé un documentaire Roswell à Jean-Teddy Philippe. Voilà, c'est ici qu'ils ont tout replanté. Partout où il y a eu des bouts de l'engin des étoiles, la forêt a été replantée. C'est comme ça dans toute la région. C'est la preuve qu'ils voulaient tout cacher. On demande de faire un contre-Roswell. J'ouvre un atlas et je fais tomber mon doigt comme ça au hasard. Bon, poum. Et je tombe sur un coin de Sibérie qui s'appelle Ros-Alas. Et je me dis, tiens, Ros-Alas, Roswell, phonétiquement, c'est assez proche. Donc c'est la seule chose qui est vraie dans le documentaire. J'étais dans la maison quand les soldats sont venus. Ils ont demandé à mon père ce qu'il avait vu. Là, l'idée, c'était juste de dire, moi je voulais, à Roswell, on peut en faire 15 km si on veut. Chez Pradel, c'est l'histoire de dire, vous voyez que les petits bonhommes verts, ça existe, les extraterrestres, ça existe et tout, etc. Ça, c'est vraiment pas bien. Je trouve que c'était vraiment pas bien, parce qu'en même temps, lui, il en tirait aucune ironie, il n'y avait même pas le début d'un millimètre de distance, de dire, vous voyez jusqu'où on peut aller. On a l'impression, avec l'aura qui était la sienne, que véritablement, il venait de découvrir quelque chose d'extraordinaire, quoi. Alors qu'il suffisait de regarder 10 secondes de la pseudo-autopsie. On voit une espèce d'énorme poupée latex, mauvais et tout, etc. C'était grotesque, c'était se foutre de la gueule des gens. Si c'est une supercherie, elle est très bien faite. Elle est fine, oui, elle est très fine. Attention, qu'on soit clair, je dis pas ça pour minimiser ce qui se passe en ce moment avec Internet, les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, etc. Au contraire, c'est d'autant plus important de chercher à comprendre pour trouver les bonnes réponses. Et désolé, on les trouvera pas juste en produisant du debunk, du fact-check et surtout cette injonction à l'objectivité qui entretient cette illusion qu'il y aurait des choses neutres, dénuées de tout point de vue, de tout intérêt autre que la vérité et de toute manipulation. Ce qui est l'inverse de l'esprit critique que portent les documentaires qui, eux, au contraire, montrent l'illusion pour mieux qu'on la voie.
Revenez carrément à l'ancêtre radio de Ghostwatch et des documents interdits, le fameux La Guerre des Mondes, le canular de Wells, mettant en scène en faux direct une invasion alien et qui a provoqué une panique généralisée aux conséquences catastrophiques. Sauf que c'est pas vrai, ça c'est une légende. Il y a eu quelques réactions évidemment, hein, mais pas du tout ce genre de panique. C'est-à-dire que la seule fake news autour de la Guerre des Mondes, c'est précisément entretenu par des gens qui croient que les autres sont suffisamment crédules qu'ils l'ont massivement cru premier degré. Il y a une leçon à en tirer, je pense, là, sur la mauvaise compréhension qu'on a de ce à quoi les gens croient et pourquoi. Il y a une rengaine qui me travaille, vous avez déjà entendu ça, je suis sûr. Les informations fausses circulent plus vite. C'est prouvé, c'est la science, sauf que... Mais en fait, ça veut rien dire. Alors, si, c'est bel et bien des études qui ont pris des infos fausses et des vraies, et dans ce corpus, les fausses avaient plus circulé. Je vous crois tout à fait, c'est sérieux, pas de souci. Mais c'est pas parce qu'elles sont fausses. Ça aurait aucun sens si vous y réfléchissez 2 minutes. Les gens ne perçoivent pas si elles sont fausses ou vraies, ils croient qu'elles sont vraies. Si un média annonce, je sais pas, que Macron boit sa pisse, ça va pas moins tourner s'il s'avère qu'en fait c'est vrai. Il n'y a pas de valeur intrinsèque de l'information fausse dans sa propagation. Ce qui fait que ces informations fausses tournent effectivement plus vite, c'est d'autres aspects. Qu'elles sont plus spectaculaires peut-être, qu'elles correspondent plus à la vision du monde des gens, qu'elles sont conçues selon des mécanismes, des dispositifs, des effets qui les rendent plus crédibles, alors que c'est faux et plus viral. Tenez, perso, je ne crois pas au surnaturel. Donc, quand je suis devant un truc comme Ghostwatch ou les documents interdits, ça me dit tout de suite, c'est fake. Parce que, justement, je ne crois pas au surnaturel. Donc, mon premier réflexe, c'est ça. Mais ça, évidemment, c'est pas le cas pour quelqu'un qui, de base, croit au surnaturel ou a envie d'y croire. Donc, la vraie question, c'est pourquoi ces images ont un tel effet sur les gens? Pourquoi, de base, ils croient au surnaturel? Et là, c'est tout de suite une autre histoire que de juste faire un debunk. Ça demande de mettre les doigts dans des questions culturelles, sociales et politiques. Tout comme la question d'Opération Lune. C'est pas comment debunk ces images, c'est pourquoi les gens sont prêts à croire d'autres gens quand ils leur disent que leur gouvernement aurait monté un complot pour les manipuler. Pourquoi ils font plus confiance à des formes alternatives qu'à des médias traditionnels? D'ailleurs, vous savez quoi? Cette histoire de documents interdits qui ont été enterrés sous la pression à cause des conséquences que ça avait eu sur les gens crédules, eh ben c'est pas vrai non plus. Vous avez vraiment cru qu'un des pionniers du fan footage, c'était un type qui s'appelle Jean-Teddy Philippe et qu'on l'avait interviewé sur Zoom? Eh ben oui, si, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment Jean-Teddy Philippe, le réalisateur des documents interdits, qui nous a gentiment répondu. Par contre, ça là... Ironie du sort, pour cette raison, tout est fait pour qu'il soit désormais extrêmement difficile à trouver et que plus personne n'ose les rediffuser, en faire une édition DVD et même aucun upload sur YouTube ne résiste. Et pour cause, les documents interdits ont engendré tout un merdier. C'est pas vrai. Mais tout le reste, si. S'ils sont pas disponibles effectivement comme ça en ligne partout, c'est pas que les documents interdits ont été cachés ou je sais pas quoi. Ils sont juste là sur la plateforme de Jean-Teddy contre un petit abonnement. Tous les gens dont on a parlé jusqu'ici, ce sont au fond des gens qui se sont réappropriés ces outils, de manière critique. Et ça pose la question qui devrait être centrale, comme pour toute production médiatique, d'infos, culturelle, mais en fait tout le reste. Si le documentaire met en lumière que tout ça, ce n'est jamais la vérité brute, mais des moyens pour produire une vérité, alors la vraie question que devrait se poser toute personne se revendiquant d'une pensée critique à ce sujet, c'est, comme toujours, désolé, qui détient ces moyens de production? C'est pas qu'un canular télé bien foutu puisse nous faire croire temporairement à des phénomènes paranormaux. C'est que ces outils-là, tellement puissants, soient entre les mains de quelques types qui ont qu'à acheter les médias, acheter les réseaux sociaux, les agences, les plateformes, produire les docus qu'ils veulent et pas ceux qui les dérangent, et qui n'hésiteront pas une seule seconde à s'en servir pour leur intérêt et pour faire avancer leur idéologie. Et là vous pourrez débunker, fact-checker, décrypter tant que vous voulez, il sera trop tard et vous pisserez dans un violon. Aussi sûrement que vous pouvez faire les meilleures community notes du monde, rien n'empêchera jamais le gars qui possède le site de changer l'outil pour aller dans son sens. Je ne crois pas au surnaturel et honnêtement, je doute qu'un documentaire de charlatan, même bien foutu, arrivera à me faire changer d'avis. Par contre, les documentaires me font un peu croire à la magie. Parce que ça là,
Cette façon qu'ont les images, la culture, l'art de jouer avec notre cerveau en ayant des conséquences très concrètes sur le monde, d'une certaine façon, c'est un peu un genre de magie. Quand on parle des documents, on les cantonne sur les faits vrais, faux vrai, fausse réalité et tout, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, c'était aussi l'idée de mettre en place un peu une bulle de merveilleux, de décaler un peu les choses. Moi, je vais employer un très gros mot, je voudrais rester dans la sphère poétique. Je voudrais rester dans la sphère réalisme poétique. Moi, je me suis contenté de parler des extraterrestres, des bonhommes qui disparaissent, des gens qui ont un peu des pouvoirs. Je suis resté, si j'ose dire, dans une marge mignonne et gentille. Dans le fait qu'il n'y a aucun merveilleux, hein. Il y a juste une volonté, en général, de tromper et de terreur. Le fait dans la volonté de tromper sur des sujets extrêmement sérieux qui peuvent avoir des conséquences sociales terrifiantes, politiques, guerrières, là ça c'est véritablement quelque chose de terrible. Je vous rappelle que la guerre en Irak est partie sur une fiole de flotte. Hein. Résultat, 150 000 morts, il y a un désordre international incommensurable. La plupart des faux que je vois, les faux extrêmement sérieux, ou même lorsqu'on appelle, le summum du faux, ça a été l'appel à une réalité alternative, comme dit notre ami Orange, là, et c'est juste terrifiant. Là, c'est vraiment terrifiant, parce que celui qui parle, il a 12 porte-avions, quoi. Je veux dire, ça change vraiment la puissance du discours. C'est toute la différence quand même. Merci à Jean Teddy pour sa participation et merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'elle est le fruit d'un travail collectif et qu'elle a été coécrite avec Nicolas Landais, qui connaît fort bien le sujet puisqu'il est le fondateur du festival de documentaires On vous ment. Et beaucoup de ces infos viennent de ces échanges directs avec les personnes impliquées. On vous ment, ça se passe à Lyon et Villeurbanne du 6 au 11 mai. Vous pourrez y voir les documents interdits en présence de Jean Teddy Philippe, ainsi que Ghostwatch en présence de sa réalisatrice Lelsy Manning, mais aussi d'autres invités comme Alan Resnick, le génie derrière Unedited Footage of a Bear et This House Has People in It, l'ami Al236 et le bon Feldup. Merci tout particulièrement aux gens qui permettent à ces vidéos d'exister en nous soutenant sur KissKissBankBank et Tipeee. Si vous voulez vous aussi nous aider à continuer, vous pouvez faire de même à hauteur de vos moyens. Et sans oublier que vous pouvez aussi vous abonner à notre partenaire Métal Hurlant via le lien en description. Ça aussi, ça soutient la chaîne et en plus, vous recevez régulièrement la crème de la BD française.